Cette semaine, c'était le feu pour la crypto-monnaie. Déjà, The Merge, ça s'est passé. Ça veut dire que là, on a vu l'histoire s'écrire sous nos yeux. Ça veut dire que là, on est Team OG 2022. Conviction testostéronée, tu connais. Qu'est-ce qui a géchant? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et surtout, maintenant que je merge, c'est terminé, quelles sont les grosses nouvelles tendances à suivre? On va voir ça. On va également parler d'environnement parce que ça tire à balles réelles sur l'Ether et sur le Bitcoin. On va parler gaming, CBDC, wallet crypto, NFT parce qu'il se passe des trucs majeurs autour des NFT. Et là, je t'ai dit le quart du tiers de la moitié de ce qui va se passer, de ce qu'on va traiter. Semaine extrêmement mouvementée, donc tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc mets-toi en mode posey, boisson sur le teco et puis c'est parti. On va revenir sur l'événement majeur de la semaine qui est The Merge. Bonne nouvelle, ça s'est passé, il n'y a pas eu de bug majeur. Bon, ça a duré plus que 12 minutes. Dans la vidéo précédente, je t'avais dit que The Merge devait durer 12 minutes parce que c'était ce qu'avaient affirmé les développeurs. Ça a duré plus longtemps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. Un point intéressant à mettre en avant, c'est que l'Ether n'est pas entre parenthèses, encore déflationniste. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de retours sur Twitter qui disaient ouais mais regardez, l'Ether n'est même pas déflationniste. Mais en fait c'est normal, la déflation de l'Ether n'est pas censée arriver comme ça du jour au lendemain. Déjà, The Merge va permettre de réduire l'inflation et la déflation de l'Ether pourrait potentiellement se produire en fonction de l'activité qu'il y a sur le réseau Ethereum. Donc ça c'est normal. Et on va revenir sur l'ETHPAO parce que je t'avais dit qu'en passant du Proof of Work au Proof of Stake, il y avait un groupe de développeurs qui était en mode nous on veut pas du Proof of Stake, on veut garder le Proof of Work. Donc ils ont créé en parallèle leur fork, donc la blockchain ETHPAO. Ils l'ont fait et donc les personnes qui avaient de l'Ether ont reçu des ETHPAO. Et donc si tu veux rajouter l'ETHPAO sur ton réseau MetaMask, je te fais un tuto en 2-2. En fait, tu dois aller sur ton compte MetaMask, cliquer sur Add Network, rentrer les informations officielles d'ETHPAO. Et c'est parti, tu pourras voir tes ZPAO si tu dois en avoir. Par contre, l'ETHPAO, c'est pas la joie. Après le lancement, tu as une baisse de 60%. Il y a beaucoup de personnes qui ont revendu leurs ZPAO directement après leur lancement parce qu'ils ne voient pas trop d'avenir dans ce token. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler de deux événements insolites qui concernent The Merge. Le premier événement concerne le dernier NFT qui a été minté sur Ethereum Proof of Work. Donc quelqu'un a rempli le dernier bloc d'Ethereum Proof of Work en mintant un NFT Vanity Block. Donc en fait, Vanity Block, c'est un projet qui permet de transformer les blocs de la chaîne de blocs, donc de la blockchain, en NFT. Et il y a une personne qui a payé à peu près 30 Ethers avec des frais de 1,3 Ethers pour minter le dernier NFT. En plus, dans ce bloc, il y avait une dédicace, bloc dédicacé. Depuis, cet utilisateur a mis en vente cet NFT sur OpenSea. Là, bon, je te mets les captures d'écran parce que ça a dû changer depuis, mais tu as déjà une offre de 10 Ethers et il espère bien sûr pouvoir faire une plus-value. On va voir ce qui va se passer. Et il y a également le premier NFT qui a été minté sur la blockchain Proof of Stake. Donc là, tu as un utilisateur qui a dépensé 36 Ethers, soit à peu près 60 000 dollars pour minter le premier NFT Proof of Stake. Cet NFT fait partie de la collection qui concerne des pandas. Donc le but de cette collection, c'est de célébrer la transition d'Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake. Collection également disponible sur OpenSea. Assez intéressant, tu vois, ce genre de move. Mais maintenant, là, c'est que le début des problèmes. Ethereum 2.0 est dans la sauce, Ethereum 2.0 est dans les problèmes. Maintenant qu'il est passé en Proof of Stake, ça commence déjà à nous faire mal à la tête, direct. Même pas une semaine de répit. En fait, c'est aux États-Unis. On part aux États-Unis, on va parler de securities. Donc pour faire très simple, les securities, ce sont des instruments financiers qui sont régulés
pour tout simplement protéger les investisseurs contre les pratiques commerciales trompeuses ou mensongères. Parce que tout ce qui est autour de la finance, c'est très risqué. Sur le coup, c'est normal. Et ce qui est intéressant à mettre en lumière concernant les securities, c'est que suite à une affaire judiciaire qu'on appelle l'affaire Huawei, le terme de security s'est précisé au point même qu'on a mis en place le test Huawei qui permet de déterminer si un investissement en actif peut être considéré comme une securities et donc être régulé et soumis aux lois fédérales sur la sécurité aux États-Unis. Et selon le test Huawei, un actif est considéré comme security si les investisseurs qui investissent leur argent peuvent en dégager un profit. Et tu as le président de la SEC, donc Gensler, qui déjà il affirmait que les crypto-monnaies Proof of Stake étaient des securities parce qu'elles permettaient à leurs détenteurs de gagner de l'argent en passif, des rendements, notamment grâce au stacking. Et parmi ces cryptos, ben, tu as des grandes cryptos comme Cardano, Solana et comme Ethereum vient de passer au Proof of Stake, Ethereum pourrait également être considéré comme une securities et être régulé. Donc il y a eu beaucoup de bruit autour de tout ça. Tu as également des personnes qui disent que mais non, l'Ether ne peut pas être une securities. Bref, on va suivre cela de très très près, mais tu vois qu'ils commencent déjà à mettre des bâtons dans les roues au Proof of Stake. Deuxième problème d'Ethereum Proof of Stake, c'est le problème de centralisation. Tu as plusieurs entreprises de data reliées à la blockchain qui ont mis en lumière des statistiques qui peuvent potentiellement être alarmantes en termes de décentralisation. Par exemple, tu as Sentiment Data qui a annoncé que plus de 40% des nœuds d'Ethereum Proof of Stake étaient contrôlés par deux adresses. Donc, il y a une forte centralisation. Tu as également Nansen qui affirme que 60% des Ethereum stackés sont contrôlés par 5 entités. Et là aussi, c'est pas trop cool pour la décentralisation, tu vois. T'as même une personne qui a dit qu'il y a un top 7 qui contrôle plus des 2 tiers des Ethers stackés. Mais cette personne-là sur Twitter, elle a entre guillemets nuancé son propos en disant que même le Bitcoin est centralisé, tu vois. Donc le but, c'est de savoir que dans tous les cas, la décentralisation ultime est impossible, tu vois. Donc ce qui serait bien, ce serait de définir ce qu'est la décentralisation et à quel degré on est prêt à accepter la notion de centralisation et aussi quels sont les risques derrière, tu vois. Est-ce que les acteurs qui centralisent une grande partie des Ethers stackés auraient un intérêt à heurter le réseau, à faire mal au réseau? Faut voir ça aussi, tu vois. N'hésite pas à me dire quel est ton avis sur le sujet, mais je pense quand même que dans le futur, il y aura de plus en plus de services qui vont proposer de stacker de l'Ether et qu'on va peut-être voir une décentralisation de par les acteurs qui proposent le stacking de l'Ether. Par exemple, tu as Rocket Pool, qui est un acteur qui devrait prendre un peu plus d'ampleur avec Ethereum qui est passé en Proof of Stake. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui fait mal et qui fait couler beaucoup d'encre. On va dire les termes. Ethereum est-il vraiment plus respectueux de l'environnement? C'est une vraie question. Déjà, suite au passage d'Ethereum en Proof of Stake, tu as Vitalik qui a tweeté en disant qu'Ethereum réduira la consommation mondiale d'électricité de 0,2%. Je crois qu'il a retweeté en tweet, en fait, dans tous les cas, tu as la capture d'écran. Mais là, tiens-toi prêt parce que je vais te partager une information majeure. Là, on va vraiment rentrer dans les bails d'informations majeures, tu connais. En fait, déjà, avant que The Merge se passe, il y avait la fondation Ethereum qui estimait que The Merge réduirait la consommation d'énergie du réseau d'environ 99,95% en citant notamment Digiconomist. Sauf que c'est peut-être une fausse information. Parce qu'avant The Merge, tu as Digiconomics eux-mêmes qui ont fait une annonce de la plus grande importance. Ils ont affirmé que la réduction réelle de la consommation d'énergie serait probablement de 99,98%. Tu vois, on nous a menti. On nous a dit 99,95 alors que c'est 99,98. Et en plus de ça, tu as même un rapport Crypto Carbon Rating Institute qui a dit que la réduction pourrait être de 99,99%. Bref, on ne sait plus où donner de la tête. Il s'agirait de se mettre corda. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on peut être sûr qu'Ethereum va être beaucoup plus respectueux de l'environnement.
c'est bien pour Ethereum parce qu'on avait déjà dit que ça pourrait permettre d'attirer des investisseurs institutionnels qui prennent les sujets autour de l'environnement très à cœur. Mais c'est pas trop positif pour le Bitcoin parce que là, ça commence à mettre des pressions au Bitcoin dans tous les sens pour qu'il améliore ses performances environnementales au même niveau qu'Ethereum. Tu as même Greenpeace qui a lancé une pétition pour inciter Fidelity Investment à encourager le Bitcoin à adopter le Proof of Stake comme Ethereum en fait pour que le Bitcoin puisse réduire considérablement son impact énergétique et l'impact qu'il a sur le changement climatique. Et au grand mot, les grands moyens, il y a également une campagne d'1 million de dollars qui a été mise en place, mode Change the Code, not the Climate. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu as le site Cleanup Bitcoin qui met en lumière des faits concernant le Bitcoin et le Proof of Work. Bon, je vais juste te les lire, on va pas forcément creuser, je t'invite à le faire si ça t'intéresse, mais en gros, sur leur site, ils disent que le Bitcoin utilise plus d'électricité que toute la Suède. Le Bitcoin à lui seul pourrait aider à réchauffer la planète de plus de 2 degrés. Et après, c'est drôle parce qu'ils font une référence à Ethereum qui est passé en Proof of Stake. Ils disent qu'un changement de code logiciel réduirait la consommation d'énergie de Bitcoin de 99,9%. Après, tu vois, sur les critiques qui sont faites concernant le Proof of Work, on trouve de tout et n'importe quoi. Pareil dans les études, on trouve de tout et n'importe quoi. C'est difficile de déceler le vrai du faux. Mais j'ai également l'impression qu'on est tous victimes du biais de confirmation. Et le biais de confirmation, c'est la tendance que nous avons à chercher des informations qui confortent notre point de vue. Et tu vois, toutes ces personnes-là qui crachent sur le Bitcoin en disant qu'il est une menace pour l'environnement, j'ai l'impression aussi qu'ils cherchent uniquement des informations qui confirment leur point de vue et qu'ils n'essayent pas en fait d'agrandir leur horizon pour essayer de voir quelles sont les initiatives qui sont faites pour rendre le proof of work plus respectueux de l'environnement, tu vois. Par exemple, il y a une nouvelle très positive dans ce sens-là. En Australie, il y a l'ouverture de la première usine de minage à énergie solaire, tu vois. Et ça, c'est une nouvelle magnifiquement belle. Et de ce que j'ai compris, ils utilisent l'excédent d'énergie qui n'est pas utilisé. Et ça, c'est beau, tu vois. Et de manière générale, j'irai pas dire que le proof of work, c'est une menace pour l'environnement, le proof of stake, c'est respectueux dans l'environnement. En fait, tout n'est pas noir ou blanc. Il faut nuancer et il faut aussi prendre du recul et chercher des informations des deux côtés. Et ça, c'est un conseil de manière générale parce que tu vois, le biais de confirmation, on en est tous victimes. Dès que tu as une information dans laquelle tu crois, efforce-toi à rechercher des informations qui vont à l'encontre de ton point de vue. Par exemple, si tu penses que, je sais pas, Ethereum Proof of Stake est centralisé, efforce-toi à chercher des informations qui disent le contraire pour pouvoir faire évoluer ta réflexion sur le sujet et faire évoluer ton esprit critique. Maintenant, on va continuer à parler du Bitcoin, notamment des Layer 2 sur le Bitcoin. On va d'abord revenir sur l'affaire Tornado Cash. Je sais que Tornado Cash, ça avait été interdit et c'est dommage parce que c'est une solution qui permet de respecter la vie privée. Parce que le problème avec la blockchain, c'est que toutes les transactions sont transparentes et même si la blockchain est pseudonyme, si quelqu'un connaît ton pseudo, il peut littéralement connaître l'intégralité de tes transactions et savoir comment tu dépenses ton argent. Et même si on ne fait pas des choses illégales, on n'a pas forcément envie que le monde entier sache comment on utilise notre argent. C'est pour ça que les solutions qui permettent de préserver la confidentialité des transactions sont essentielles. Et avec l'arrêt de Tornado Cash, il y a d'autres solutions comme CoinJoin ou Mercury Wallet qui ont commencé à prendre de l'ampleur. Et je connaissais pas en fait Mercury Wallet. Et en gros, Mercury Wallet, c'est un layer 2 qui permet de s'envoyer du Bitcoin tout en garantissant la vie privée. Il y a un article qui mettait en avant cette information et qui disait que c'est potentiellement quelque chose qui va être amené à se développer de plus en plus. En tout cas, moi, je l'espère et je voulais te partager cette solution parce que je la connaissais pas. N'hésite pas à me dire si tu connais Mercury Wallet et si tu l'utilises et aussi si tu utilises d'autres solutions pour préserver ta vie privée sur la blockchain. Maintenant, parlons de ta plateforme crypto préférée. Ta plateforme crypto préférée a perdu 20 millions de dollars. Bon, pour eux, c'est rien du tout, hein, c'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Je parle bien sûr de Binance. C'est une histoire qui concerne le projet Helium. En fait, le projet Helium a deux jetons, le HNT et le mobile qu'ils utilisent pour récompenser leurs utilisateurs. Donc, je crois que Binance, ils voulaient lister le mobile et
ils devaient envoyer des tokens mobiles aux personnes qui devaient en recevoir, sauf qu'ils se sont trompés. Au lieu d'envoyer des tokens mobiles, ils ont envoyé des tokens HNT pour 20 millions de dollars et c'est comme ça qu'ils ont perdu en fait 20 millions de dollars. Heureusement, ils se sont rendus compte de l'erreur. Pour eux, c'est rien. Et voilà, c'est aussi des risques, tu vois, des plateformes centralisées parce que l'être humain fait des erreurs et c'est aussi un rappel pour te dire que la meilleure manière d'avoir ces cryptos sécurisés, c'est de les avoir sur un portefeuille décentralisé. Et moi, je préconise les hardware wallets, des cold wallets, notamment comme le Ledger. Parce que là, tu vois, les utilisateurs, ils ont eu de la chance, mais imagine c'était l'inverse. Imagine tu devais recevoir du Bitcoin et à l'inverse, tu recevais une crypto qui a aucune valeur. Là, je pense que ça aurait fait beaucoup plus de bruit. En tout cas, voilà, petite info que je te partage. Autre information qui concerne un projet crypto qui a mis tout l'écosystème crypto dans un état de détresse absolue. C'est un des mecs les plus recherchés de la crypto. Tu as même les procureurs sud-coréens qui ont émis un mandat d'arrêt contre lui. Je parle bien sûr de Do Kwon, le cofondateur de Luna et l'UST. On a tous vu le crash que cet écosystème a connu. Là, il est recherché par les autorités sud-coréennes. À ce qui paraît, il était censé être à Singapour, mais il n'y était pas. Et le truc, c'est qu'on avait l'impression que Do Kwon était en train de se cacher. Mais non, Do Kwon a tweeté pour dire qu'il n'était pas en fuite et qu'il collaborait avec les autorités. Affaire particulière. En tout cas, moi, je t'avoue que depuis le crash de l'UST, je suis plus trop tout ce qui se passe autour de Luna et l'UST. Enfin, et je pense pas du tout que le Luna ira à 1 $. Mais bon, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Parlons maintenant d'une bonne nouvelle qui concerne le projet NIR Protocol. Tu as l'USDT qui va être listé, qui va être lancé sur NIR Protocol. C'est une bonne nouvelle pour le projet NIR, tu vois. J'avais fait une vidéo sur NIR Protocol, je trouve que c'est un projet extrêmement intéressant, mais j'ai de plus en plus des réflexions sur ce projet-là, dans le sens où, comme on voit le développement d'Ethereum 2.0, on voit qu'il y a beaucoup de points qui étaient la faiblesse d'Ethereum qui vont être corrigés dans le futur. Et tu as aussi beaucoup de blockchains qu'on mettait en avant de par le fait qu'elles pourraient être des Ethereum killers. Et moi, je me dis, avec le développement d'Ethereum 2.0, même si c'est dans 1, 2 ou 3 ans, quelle sera la pertinence des autres blockchains L1 qui n'ont pour unique argument le fait d'être un Ethereum killer? Tu vois, c'est vraiment une question que je me pose. Je sais pas si ces blockchains ont un avenir sur le long terme. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et je te dis ça parce que je sais que l'un des arguments principaux concernant NIR, c'est que c'est un Ethereum 2.0 avant Ethereum 2.0. Mais quand Ethereum 2.0 va arriver à maturité, quelle sera la plus-value de NIR? C'est une question ouverte sur laquelle moi-même je réfléchis, je te la partage parce qu'ici on est dans le partage, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on va parler de la décentralisation et d'Infura. Infura, je t'en parle souvent, mais pas trop en bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, MetaMask, c'est un portefeuille décentralisé et MetaMask, pour fonctionner, dépend d'Infura qui est un service centralisé. Donc là, on voit déjà qu'il y a une décentralisation remixée parce que comment un portefeuille décentralisé peut dépendre d'un service centralisé et se dire décentralisé. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, en tout cas c'est mon opinion. Mais la bonne nouvelle concernant Infura, c'est que là ils sont en train de faire des démarches pour créer un réseau d'infrastructures décentralisées. Donc c'est une très très bonne nouvelle et peut-être même qu'ils vont lancer leur token parce qu'Infura, ils ont des concurrents version décentralisée qui fonctionnent avec un token qui est le cœur de leur projet. Donc affaire à suivre, mais je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour la décentralisation. Même si la décentralisation ultime n'existe pas, comme on l'a dit avant, dans certains cas, une forme de décentralisation est nécessaire et dans ce cas-là, je pense que c'est nécessaire que les portefeuilles décentralisés puissent dépendre de services qui ont une certaine forme de décentralisation dans leur mode de fonctionnement. Affaire à suivre. Comme on est dans les portefeuilles décentralisés, on va y rester et on va parler de la fondation Linux qui va lancer la fondation Open Wallet pour développer un logiciel
open source relié au portefeuille décentralisé. Tu vois, et ça c'est très bullish parce que eux ils croient vraiment à cet avenir digital et au fait que les portefeuilles numériques vont jouer un rôle essentiel dans le futur. Donc dans le futur, je pense qu'avoir un portefeuille décentralisé sera la norme pour s'échanger des actifs et leur initiative est très intéressante. Et au-delà de ça, on voit qu'il y a plusieurs projets euh, de portefeuille décentralisé qui lèvent des fonds. Par exemple, tu avais le wallet Sander sur NIR qui avait levé 4,5 millions de dollars. Tu avais également le wallet Omni qui avait levé 11 millions de dollars. Et je pense que dans cet écosystème, il y a un vrai marché à prendre parce qu'on va pas se mentir, même si actuellement MetaMask c'est le wallet le plus utilisé, l'expérience c'est pas encore ça. Je suis sûre qu'on peut mieux faire et c'est pas parce que une personne s'est lancée en premier que ça veut dire qu'elle va rester et dominer le marché à jamais. Par exemple, si on parle des moteurs de recherche, au début on avait Yahoo, MSN, et maintenant c'est Google qui domine le game. Et ça montre encore, tu vois, qu'on est encore très early et que toutes les choses, toutes les applications qu'on utilise qui sont majeures aujourd'hui, peut-être que demain elles seront obsolètes. Peut-être que demain elles seront obsolètes. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un œil ouvert sur tout ce qui est en train de se passer. Maintenant, on va parler d'une histoire un peu triste, mais qui pour moi met en lumière la nécessité des cryptos. Une femme a braqué sa banque pour réclamer l'argent bloqué sur son compte. Ça se passe au Liban. Elle voulait tout simplement récupérer les 20 000 dollars qui étaient sur son compte depuis 2015. La banque a refusé. Et tu vois, ça, je trouve que c'est très, très grave. C'est très, très grave. On avait déjà une histoire similaire qui s'était passée. Et dans ce cas-là, c'est un peu la même chose. Cette femme voulait utiliser son argent pour sauver une personne de sa famille qui avait une maladie très grave. Et ça, tu vois, ça m'attriste parce que nous, on pense que quand on met notre argent en banque, elle repose en sécurité et on pense qu'on peut la retirer quand bon nous semble. Mais non, c'est-à-dire que ton argent en banque ne t'appartient pas. Si la banque décide qu'elle ne veut pas te rendre ton argent, elle ne va pas te rendre ton argent. Et là, tu vois quand même ce qu'ils incitent les gens à faire parce que moi, je me mets à la place de cette femme. Déjà, c'est impossible de se mettre à sa place, mais t'imagines, ça peut rendre ouf. C'est-à-dire que là, t'as quelqu'un de ta famille qui est en train de mourir et tu veux récupérer ton argent pour la sauver et ta banque te dit non. C'est grave. Et ça montre encore plus la pertinence et l'intérêt et l'importance des cryptos parce que quand tu as tes cryptos que tu possèdes sur un wallet décentralisé, quand tu possèdes ta clé publique et ta clé privée, ton argent t'appartient et personne ne peut te la bloquer. C'est pour ça que c'est essentiel, tu vois. Je mettrai jamais assez l'accent sur ça, mais quand on parle de crypto, on parle aussi de cet aspect-là. On n'est pas là uniquement pour dire qu'on va faire un foisson sur le dernier SHIT coin. C'est beaucoup plus grand, tu vois. Il y a cette notion de liberté, de possession et même de respect, tout simplement, parce qu'on voit que le système bancaire ne nous respecte pas, c'est chacun pour soi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de détenir son argent et ça passe par la crypto. En tout cas, c'est mon avis personnel. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, des CBDC. Donc, tu as la Banque Centrale Européenne qui est bullish sur les monnaies digitales. Là, elle est en train de vouloir développer son euro numérique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a fait appel à plusieurs acteurs. Et parmi les acteurs, il y a Amazon qui sera responsable de la conception des paiements e-commerce. Alors de manière générale, les monnaies digitales, ce ne sont pas des choses qui me remplissent d'allégresse. En revanche, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour l'adoption massive. Parce que peut-être que là, il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires aux cryptos, qui disent «Ah ouais, non, moi je ne veux pas utiliser ça». Mais si demain, on impose à tout le monde d'utiliser l'euro digital, elles feront un premier pas vers le fait d'utiliser une monnaie digitale, un portefeuille digital, et ce sera plus facile de passer d'une monnaie digitale au crypto que de passer des fiat au crypto. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, s'il y a des CBDC, des monnaies digitales, c'est très 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 intéressant pour l'adoption massive. Et aux États-Unis, c'est pareil, hein. Ils sont en train de discuter pour faire avancer leur projet de dollar digital, même si tu vois ces monnaies digitales qui sont détenues par des gouvernements sont des initiatives centralisées, c'est cool pour les crypto-monnaies, donc on est bullish sur ces projets. Maintenant, on va parler d'un secteur crypto. Ce secteur crypto risque de surperformer pendant le bull run. C'est un secteur à suivre attentivement. Les projets qui développent actuellement pourraient voir une croissance fulgurante au prochain bull run.
c'est le secteur du gaming. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand tous les investissements sont en baisse, le gaming a vu 842 millions de dollars d'investissement en août contre 507 millions de dollars le mois précédent. Et on voit que c'est pratiquement le seul secteur qui a vu les investissements augmenter. Ça veut dire qu'il y a un vrai engouement autour de ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les infrastructures sont de plus en plus robustes, de plus en plus performantes. Ça veut dire qu'elles sont de plus en plus prêtes pour accueillir des jeux ambitieux, des jeux de qualité. C'est pour ça que je pense vraiment que le gaming, c'est un secteur qui pourrait surperformer. Donc, n'hésite pas à suivre des projets très intéressants reliés au gaming. J'en ai quelques-uns, j'ai mes préférés en tête. Je te les partage dans la lettre alpha et le club alpha. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux creuser pour voir ces potentielles pépites à fort potentiel, on se retrouve, le lien est en description. Maintenant, parlons d'une entreprise qui, depuis longtemps, elle nous parle, elle fait du bruit en mode oui, nous on veut intégrer les NFT, le Web3, mais depuis, on attend la date, l'heure, et là, on a plus d'informations. C'est très positif. Je parle bien sûr de Starbucks. Starbucks qui intègre le Web3 et les NFT dans son programme de fidélité. C'est une des premières entreprises de son envergure à le faire. Donc cette nouvelle expérience s'appelle Starbucks Odyssey. Ça permettra aux membres de gagner des NFT pour débloquer des expériences. Tu pourras également en revendre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que parmi les bénéfices que tu pourras avoir, ça pourra aller d'une expérience virtuelle, d'un cours de fabrication d'un expresso par exemple, à une invitation à des événements exclusifs chez Starbucks ou même des voyages dans des fermes à café Starbucks. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'adore la manière dont ils ont réussi à mettre en place des expériences IRL reliées au NFT et c'est vraiment ça qu'on a envie de voir. J'ai eu peur qu'ils nous annoncent un truc du genre ouais, vous pourrez boire un café dans le métavers, dans le Starbucks du métaverse, mais en fait boire un café dans le métaverse on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est utiliser les NFT pour avoir des bénéfices dans le monde réel et c'est exactement ce qu'ils font. Et là c'est que le début hein. Là on va partir aux États-Unis, nouvelle extrêmement bullish. Tu as le Muséum d'art moderne MoMA qui est en train de vouloir balancer toutes ces œuvres d'art historiques d'artistes de renom comme Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir pour tout investir dans les NFT. C'est littéralement vrai. Donc là, ils sont en train de revendre plein d'œuvres d'art iconiques pour pouvoir réinvestir tout ça et développer l'art digital, les NFT. Même ça, c'est un signe, tu vois. C'est-à-dire que bref, tu vois les signes. Les signes sont là en fait. Nous, on sait, on est là, on est dans des bails, tu vois. C'est pour ça que plus on voit les initiatives qui se font pendant le bear market, plus on garde nos convictions testostéronées encore plus grandes, tu vois. On va terminer en parlant de la Fashion Week parce que là aussi, il y a eu énormément de parce que là aussi, il y a eu beaucoup d'initiatives très positives quant au développement des NFT et surtout à l'application des NFT dans le monde réel. Par exemple, pour cette Fashion Week, tu as Afterpay qui a collaboré avec 5 créateurs de mode pour créer des clés NFT qui permettront d'être des laissez-passer pour accéder à des expériences IRL pendant la Fashion Week. Et ça, tu vois, c'est super intéressant, surtout sur le long terme, parce que j'imagine que l'année prochaine, ils pourront même accorder des bénéfices supplémentaires aux personnes qui ont eu le premier NFT l'année dernière, tu vois. C'est pour ça que je suis vraiment bullish, en fait, sur ces applications NFT. Au-delà de ça, tu as Tommy Hilfiger qui a eu plusieurs initiatives en lien avec les NFT et le Web3. Déjà, ils ont airdroppé des NFT à tous les participants de leur défilé pendant la Fashion Week et ils ont également profité de leur événement pour lancer leur projet Rove qui est en gros un studio média Web3. Donc le but de Rove, c'est d'aider les créateurs et les artistes à lancer des expériences Web3 et ça c'est bien, tu vois, on concilie Web3 et luxe. Et au-delà de ça, ils ont organisé une opération où ils permettaient aux personnes de créer leur portefeuille crypto pour recevoir le NFT. Donc ce sont des initiatives qu'on apprécie énormément. Tu as également Puma qui a lancé une expérience métaverse à la New York Fashion Week. Puma, ils sont un peu loin derrière parce que tu as leurs concurrents Nike, Adidas qui ont déjà fait énormément de choses en ce qui concerne les NFT et le métaverse. Bon, mieux vaut tard que jamais. Donc concrètement, la marque Puma, elle a dévoilé quelque chose de grand pour toutes les personnes qui détenaient leur NFT NitroPass. Donc en se rendant dans leur, je crois que c'est leur métaverse, en tout cas c'est Black Station. Donc en se rendant dans Black Station, les détenteurs de NitroPass, ils pourraient recevoir
un des deux NFT. Le premier, c'était un NFT relié à des baskets Puma qui vont lancer. Le deuxième, c'était un NFT relié à une expérience IRL exclusive. Et ce qui est bien, c'est que les personnes qui avaient reçu le NFT relié au basket, elles pouvaient recevoir les baskets IRL en burlant le NFT. Donc ça, tu vois, c'est des initiatives qu'on adore, qu'on encourage. Et de toute façon, là, c'est que le début. On n'a pas vu le quart du tiers de la moitié. Concernant les narratives à suivre après The Merge, il y en a pléthore, mais là, je les garde pour ceux qui sont inscrits à la lettre alpha et au club alpha. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux voir les potentielles industries et secteurs à suivre, abonne-toi à la lettre alpha, le lien est en description. Et n'hésite pas à me partager les news qui t'ont marqué, tes retours. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime pour donner de la support. Et c'est tout pour moi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.